tellement large que je pense qu'on va aussi vous entendre Dessus, là-dessus, Abel, et Abel. Et peut-être que peut-être, vous pourriez toucher un mot parce que sur la crise de la représentation. Donc, en fait, selon vous, on va vers un régime encore plus en tension, mais cette crise de la représentativité, elle ne touche pas tous les groupes sociaux de la même manière. Donc, dans votre réponse englobante, si vous pouviez toucher un mot sur la manière dont les différents groupes sociaux sont touchés par ce Oui, phénomène. oui, bien sûr. Je reprendrai la petite, enfin, la différenciation que je faisais tout à l'heure, s'appliquant aux partis politiques entre identité objective et identité subjective. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, qui relève pour moi de la malhonnêteté intellectuelle, voire même de l'escroquerie intellectuelle, donc politique. Dans le jingle du Facebook Live de tout à l'heure, il y a toute une série de partis politiques, enfin en tout cas qui s'appelle comme tel, qui est passé. Et il y avait le parti animaliste. Le parti animaliste s'appelle parti, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un parti politique? C'est un parti politique en vertu de la loi, puisqu'il a obéi aux critères comptables imposés par la loi pour être un parti politique, donc il est légalement un parti politique, mais est-ce qu'on peut dire qu'il est, alors sociologiquement, politiquement, un parti politique? Est-ce que ce n'est pas plutôt un groupe de pression qu'on utilise d'ailleurs, que certains utilisent fort aisément pour maquiller des choix idéologiques? Je prends un exemple. Marine Le Pen a dit que si elle était élue, elle interdirait l'abattage rituel en France, au nom du bien-être animal. Ça, c'est une escroquerie, et tout le monde le sait, parce que ce n'est pas au nom du bien-être animal qu'elle veut interdire, qu'elle entend interdire l'abattage rituel. Sauf que c'est bien pratique. Pour éviter d'avoir à afficher le choix idéologique qui est le sien, elle va se retrancher. Elle veut utiliser la laïcité aussi. Oui, au moins qu'elle le dise. Ouais. Mais là, c'est le bien-être animal, c'est pas la laïcité. Bon, voilà. Donc, je veux dire qu'il y a plein de formes d'organisation politique qui existent. L'alpha et l'oméga, pour nous, ce sont évidemment les partis politiques, parce que ce sont les organisations les plus institutionnalisées, celles qui sont censées donner le sens du collectif, la notion d'intérêt général le plus achevé. Et quand on adhère à un parti politique, quand on milite dans un parti politique, en général, c'est parce qu'on ne se satisfait pas d'exercer le seul droit de vote. L'exercice du suffrage n'apparaît pas suffisant aux yeux du citoyen qui ne se contente pas d'être électeur, il veut également être acteur et donc participer à une forme d'investissement politique, investissement politique qui lui procurera en tant que militant des rétributions, mais qui sont des rétributions qui sont purement symboliques. Et en effet, tu parlais tout à l'heure de la fête de la Rose pour le Parti socialiste, la fête de l'humanité pour le Parti communiste, les écoles, etc., le modèle de la contre-société que je pense illusoire de reproduire maintenant. Mais il faut défendre cette forme de socialisation politique et ne pas laisser, je dirais, l'électeur, le citoyen, qui n'est pas qu'un électeur, et le laisser atomiser. Donc, il faut pouvoir recréer des formes d'engagement politique. Et là, c'est ma casquette de juriste qui revient, mais j'ai tendance à penser que la loi pourrait permettre d'inciter, d'inviter, de faciliter l'engagement politique en définissant les principaux éléments de ce qui serait un statut législatif des partis politiques qui permettrait au moins, qui n'existe pas, et qui permettrait au moins de distinguer des partis. Alors, ça veut dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que la loi fixe les critères qui permettent de reconnaître ce qu'est un parti politique de ce qui ne l'est pas. Je sais pas, par exemple, il y a des partis politiques qui ont aucune obligation. Qui fait la loi? Le législateur. Ouais. Le législateur. Donc, on est bien d'accord, parce que si j'entends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est finalement le législateur d'exclure un certain nombre de formations politiques. C'est exactement pour ça que cette loi n'a jamais existé, parce que tous ceux qui l'ont promue ont estimé que justement cette loi pouvait être l'instrument. Après, j'ai l'impression quand même, je suis pas. Et la Constitution postule la liberté. Dans d'autres systèmes politiques, il y a plus d'obligations qui sont données aux partis politiques. J'ai l'impression. Mais il y a des solutions. Hein. Par exemple, concrètement, ce qui pourrait être un levier d'intervention de l'État dans les partis politiques, c'est le financement des partis politiques. Hein. Abel l'a dit, c'est plus de 60 millions d'euros qui chaque année sont donnés aux partis politiques. Hein. La République En Marche, depuis 2017, touche plus de 20 millions d'euros par an. Donc, ça lui a permis d'embaucher. Alors, il faut expliquer comment.
C'est-à-dire sur la base des scrutins. Alors, sur la base des élections législatives Voilà. et sur la base de deux règles, hein, le nombre de voix, c'est à peu près en gros, pour vous votez aux élections législatives au premier tour pour un candidat, vous allez lui donner 1 euro chaque année pendant 5 ans. Et puis ensuite, le nombre de députés. Bon, voilà, donc, et ça c'est extrêmement important. C'est pour ça que le paradoxe, c'est que les élections législatives sont à la fois des élections qui n'ont malheureusement plus beaucoup d'importance politique et qui ont une importance décisive pour les partis politiques. Hein, concrètement, là, il y a des discussions à gauche sur les accords législatifs. Bon, il est évident que certains partis politiques doivent avoir suffisamment je crois qu'il faut être présent dans 50 circonscriptions. Voilà, donc c'est pas possible. Hein, ça veut dire concrètement, 50 candidats. il y a des enjeux financiers extrêmement importants. Mais concrètement, l'économiste Julie Acagé a proposé, par exemple, que, alors on peut discuter, mais elle dit, voilà, on pourrait revoir la règle de financement des partis politiques. Hein. Vraiment, elle propose qu'au moment où on remplit on remplit sa feuille d'impôt, on pourrait cocher en fait le parti politique chaque année à qui on donne de l'argent. Mais par exemple, on pourrait conditionner aussi l'obtention du financement public à, je sais pas, des obligations de formation, d'éducation populaire. Ou par exemple, elle le propose. Par exemple, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué à faire dans le cadre du scrutin uninominaux, et par exemple que on introduise des conditions de diversité sociologique des candidats pour avoir les financements. On le fait déjà, il y a déjà des sanctions pour la question de la parité. Hein. Concrètement, par exemple, depuis des années, LR, je crois, a quelques millions d'euros de moins par an de financement public parce que LR n'investit pas assez de femmes aux élections législatives. Voilà, donc concrètement, le problème, c'est que j'ai l'impression que cette question-là des partis n'intéresse plus personne, ou alors les partis politiques veulent absolument être libres de faire ce qu'ils veulent, et du coup, il faut peut-être réinvestir cette question du droit des partis politiques. Et pour conclure, cette partie-là, l'un des objets de la mesure de Julie Acagé serait de faciliter l'émergence de nouveaux partis, puisqu'en fait, aujourd'hui, il faut attendre une élection pour recevoir ces financements, alors que là, avec les 7 euros, justement, qui seraient distribués aux partis de son choix, on pourrait rapidement présenter… Alors après, on pourrait dire que la règle actuelle n'a pas empêché de nouveaux partis d'émerger quand même. Hein, République En Marche, France Insoumise, ou même la Reconquête. Bon, Reconquête a pu. Après, il y a une autre. Du coup, c'est aussi parce qu'il y a une autre disposition qui permet quand même aux partis financièrement d'émerger, c'est la défiscalisation, les 66%. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est aussi une loi extrêmement importante. Mais sur les 591 partis sur des frais, les 60 bénéficient de l'aide publique d'État, les 450 autres, eux, bénéficient du régime de défiscalisation qui permet à chaque donateur de défiscaliser une partie de son don, 66% du don. Ce qui est quand même pas mal. Donc, et ça, pour le coup, c'est également le législateur qui le fixe, par la loi de finances chaque année, fixe le montant de la dotation, divisé en 2 parts, enfin tous les 5 ans, et le confirme tous les ans dans la loi de finances, et le montant de la défiscalisation. J'imagine d'ailleurs, petite parenthèse, que là, les électeurs écologistes ou les électeurs de droite qui ont renfloué les caisses de LV et de LR ont bénéficié de ces 66%. Ah oui, c'est un don. Oui, parce que tout simplement, les partis politiques sont aussi des associations constituées sous forme associative et que c'est un régime général qui s'applique à l'ensemble des associations. Mais même si la loi de 1901 n'avait pas été faite pour les partis politiques. On est bien d'accord. Mais je voudrais revenir à